SAP est en train de connaître sa plus grosse chute en bourse depuis fin 2020. Le cours a reculé de 16% en une seule journée. La raison principale, c'est qu'ils s'attendent en 2026 à ce que la croissance du backlog cloud continue à ralentir légèrement. Et vu la purge sur les sociétés de software qui a lieu en ce moment, eh bien le marché a réagi violemment. Aujourd'hui, je vous propose une analyse rapide de la situation, histoire de voir si oui ou non SAP, qui est connu pour avoir des fondamentaux solides, pourrait représenter une opportunité intéressante. Avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Ce que je partage n'engage que moi. Et si le contenu que je propose vous plaît, vous pouvez mettre un like et commenter. Ça me permet d'avoir des retours. Alors pour commencer, il faut quand même planter le décor de ce genre de baisse qui n'est pas anodine. Ça ne vous aura pas échappé, il y a une purge en cours sur les sociétés de software. Rien qu'hier, on a vu moins 10% sur le cours de Microsoft, ce qui est assez rare. La raison, ce sont des craintes de ralentissement de Azure et des marges qui devraient se contracter légèrement à court terme. Dans sa chute, Microsoft a entraîné les autres principales boîtes de logiciels, donc ServiceNow, moins 10%, Salesforce, moins 6%, ou encore Adobe, moins 3%, puisque en toile de fond, il y a le narratif menace IA qui fait pression sur ces sociétés. Et dès qu'il y a le moindre truc négatif dans les news ou dans une publication, notamment quand il est question de léger ralentissement de la croissance, eh bien les sirènes des craintes de disruption se mettent à sonner et ça met instantanément le feu aux poudres en bourse. Alors que chez ces sociétés-là, il n'y a rien qui montre factuellement un quelconque danger dans l'évolution des chiffres pour l'instant. Et au contraire, elles sont plus proches du fait de pouvoir profiter de l'intégration de l'IA dans leurs produits pour faire réaccélérer leur croissance que l'inverse en fait. Mais bon, comme c'est arrivé des tas de fois dans le passé, le marché est entré dans une phase presque de panique complètement irrationnelle. Peut-être, je ne sais pas, qu'on sera content d'en avoir profité dans 1 ou 2 ans. C'est ce climat-là qui explique en partie la violence de la chute du cours de SAP hier. Maintenant, que ça mérite ou pas un moins 16%, il y a quand même un vrai problème sous-jacent. Le problème dans cette publication de SAP, il se situe au niveau du backlog. Dans les chiffres qu'ils partagent, ils distinguent deux choses. Le Total Cloud Backlog, TCB, qui correspond à une date donnée à la valeur de l'ensemble des contrats cloud qu'ils ont signés mais pas encore reconnus en chiffre d'affaires. Et le Current Cloud Backlog, CCB, qui correspond à la valeur des contrats cloud signés, qui est censé être reconnu en revenus dans les 12 prochains mois. C'est un peu le backlog à court terme, si vous voulez. Et donc, ce CCB, il pose problème puisque il a augmenté de 25% en 2025, un taux de change constant, ce qui est une croissance élevée, mais moins élevée que l'année dernière où ça avait augmenté de 29% et surtout moins élevé que ce qui était prévu, puisqu'il y a un an, ils avaient guidé pour un léger ralentissement, mais pas de l'ordre de 4 points. Pour 2026, c'est bis repetita. Ils disent qu'ils attendent un léger ralentissement de la croissance du backlog par rapport à cette année. Donc forcément, les investisseurs, ils ont l'impression de s'être fait avoir, même si pour se rattraper, le management précise que l'on ne doit pas attendre un ralentissement de l'ordre de 4 points, que ça sera moins que ça. Ils avancent 2 raisons pour expliquer ce léger ralentissement. Premièrement, c'est la proportion de gros deals qui est plus importante que prévu, ce qui signifie des projets de transformation ERP plus importants, donc aussi plus longs et progressifs, ce qui décale la reconnaissance du revenu. Et deuxième point que je trouve un peu plus inquiétant, il est dû au contexte géopolitique et économique actuel, où de plus en plus de clients, notamment américains, se tournent non plus vers le leader SAP, mais vers des fournisseurs de ERP américains pour des questions de souveraineté au niveau des données. Ils nous disent que c'est particulièrement vrai pour des entités publiques, mais aussi pour des entreprises qui évoluent dans certains secteurs dits sensibles. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'aspects qui deviennent stratégiques. Donc c'est un véritable vent contraire pour SAP, sachant que les clients américains représentent environ, d'après ce que j'ai lu, un tiers du revenu. Ce que je comprends, c'est que certains clients US, notamment les entités publiques, choisissent de signer quand même avec SAP, mais dans le contrat, ils mettent une clause de résiliation unilatérale. Et comme il y a cet échappatoire contractuel, eh bien, SAP ne peut pas intégrer ces engagements dans le CCB. S'il y a autant d'attention qui est portée sur l'évolution du backlog cloud, et en particulier celui à court terme, c'est parce que c'est le revenu futur de la division cloud qui est en jeu, qui est leur unique moteur de croissance aujourd'hui, puisque, on le rappelle, SAP est entré depuis au moins 6 ans dans une phase de transition intensive cloud first, où ils transitionnent leurs solutions existantes vers des solutions cloud, comme par exemple SAP S4HANA. Le problème, c'est que ça prend un temps fou. SAP, c'est pas un simple vendeur de logiciels. Ce qu'ils vendent, c'est l'équivalent du système nerveux de l'entreprise, avec des ERP qui ont parfois 10, 20 ans, voire plus,
de customisation pour coller parfaitement aux besoins métiers de l'entreprise. Et très souvent, ce sont donc des chantiers monstrueux pour organiser la migration vers un ERP basé sur le cloud. Et pour le coup, je peux en témoigner puisque dans une des boîtes pour lesquelles j'ai travaillé, j'ai assisté au début d'un projet de migration qui était étalé sur plusieurs années, d'une version de SAP on-premise vers S4HANA. Et ce que je peux vous dire, c'est que juste la migration du module finance, c'était un sacré bordel avec son lot de casse-tête en tout genre, de risques de perte de données, de besoins non couverts, etc., etc. Ça nous fait une transition parfaite pour dire quelques mots des fondamentaux de SAP. Donc cette complexité de faire migrer les clients vers le cloud, c'est un poids, mais c'est aussi la parfaite traduction des switching costs extrêmement élevés pour SAP, puisque les clients sont fortement dissuadés de passer chez un concurrent, il y a une inertie énorme, et rien que ça, ça leur confère un avantage compétitif très large du fait que c'est très compliqué d'aller les déloger de leur position de leader, maintenant qu'ils sont bien installés chez les clients. Parallèlement, cette longue transition, elle pèse aussi de manière significative sur les niveaux de marge, notamment le niveau de marge opérationnelle, qui pour la première fois depuis 2021 est repassé au-dessus de la barre des 20%. C'est aussi pour ça que l'évolution de la croissance est super importante, pour qu'ils puissent avoir le fameux effet de levier opérationnel où on étale les frais fixes en faisant plus de chiffres. Et dans le même temps, la marge brute sur le cloud, elle s'améliore, même si elle reste en dessous du niveau de marge brute sur leur logiciel on-premise, qui est assez folle, puisqu'elle est autour de 90%. Là où j'ai été agréablement surpris par SAP, c'est qu'en fait, ils sont très peu endettés. Je pensais qu'avec leur niveau d'investissement et les acquisitions qu'ils avaient pu faire par le passé, ça serait bien plus élevé que ça, mais ils ont que 8 milliards de dettes au bilan, et la dette nette est égale à 0, puisque leur position de cash est de 8 milliards aussi. Donc ça, évidemment, c'est un très bon point. On peut finir sur la valorisation pour voir ce que ça donne au prix actuel de 164 euros. Donc, bien que l'action ait perdu 36% de sa valeur sur les 6 derniers mois, elle s'échange toujours à un multiple qu'on pourrait qualifier de premium, 31 fois les free cash flow de 2025. Dans les 10 prochaines années, il y a quand même de quoi être optimiste en termes de perspective de croissance des free cash flow par action. On a parlé du CCB qui ralentit en partie parce que les contrats se décalent, mais du coup, vu que ça se décale, le backlog total, lui, il a une croissance qui ne faiblit pas, au contraire, plus 30% en 2025 avec un montant qui s'élève maintenant à 77 milliards d'euros. Le management l'a assez bien formulé pendant le call, ils disent on est en train de construire les fondations solides pour une accélération de la croissance du revenu à partir de 2027. Ensuite, on n'en a pas parlé, mais eux aussi pourraient bénéficier de l'intégration de l'IA dans leurs solutions. Ils sont parfaitement positionnés chez les entreprises pour intégrer sans trop de difficultés des agents IA par exemple. Ça pourrait être un levier de croissance intéressant à moyen terme. Si jamais la croissance dépasse les attentes, on peut espérer, avec l'effet de levier opérationnel, des niveaux de marge qui dépassent les niveaux historiques qui étaient de plus ou moins 25% de marge opérationnelle. Pour ce qui est des capex de maintenance et des rémunérations en action, pareil, on pourrait attendre à terme, je l'espère, des niveaux inférieurs à ce qu'on a actuellement et ça pourrait relâcher un peu la pression sur les free cash flow. Donc il y a quand même plusieurs leviers intéressants, mais aussi beaucoup d'incertitudes. Leur transition cloud, elle est très longue et elle comporte encore de nombreux risques. Ils pourraient rencontrer d'autres difficultés et ça pourrait venir peser sur la croissance et sur les marges. Et c'est pour ça que si on veut garder, à mon avis, une petite marge de sécurité, pour moi, il faut viser une croissance high single digit des free cash flow par action, donc 8-10% annualisé sur 10 ans, ça me paraît pas mal. Et donc, sans grande surprise, au multiple actuel et avec un dividende yield de 1%, ça nous donne une performance estimée de 7 à 12% par an dans les 10 prochaines années, ce qui n'est pas horrible en soi, mais compte tenu des interrogations sur le dossier et de la pression sur les sociétés de logiciels qui ne fait peut-être que commencer, on n'en sait rien, je trouve pas forcément que le prix actuel soit intéressant pour rentrer sur SAP. C'est que mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, Est-ce que c'est une société SAP que vous pourriez mettre dans votre PEA, si ça continue de baisser notamment? N'hésitez pas à me donner votre point de vue en commentaire, ça m'intéresse toujours. Il y a pas mal de choses qui se sont passées cette semaine sur les marchés, grosse actu, donc je vais essayer de vous poster un récap ce week-end. Si vous voulez être sûr de ne pas le louper, pensez bien à vous abonner à la chaîne, c'est important. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Romain. Ciao!